cet extrait, la vérité est reconsidérée d'une façon claire et juste qui ne viendrait pas à l'esprit, ni ne serait expliquée au sein de la communauté des écrivains juifs. M. Stern constitue un cas exceptionnel et lorsqu'il écrivit ces mots, ouvrez les guillemets, la grande catastrophe juive, il en décela les mensonges et les souligna néanmoins, même lui laissa sa première déclaration telle qu'elle, l'influence de ses origines et de son éducation était encore suffisamment puissante en lui, catholique d'Amérique du Nord, pour qu'il formule sa réflexion initiale en ces termes, l'épreuve de 350 millions d'âmes en Europe, qui en laissa près de la moitié asservie, fut la grande catastrophe juive. Dans un cas différent, M. Stern serait le premier à opposer à une telle présentation. En effet, il rapporte qu'il fut offensé lorsqu'il lut dans un journal catholique la déclaration selon laquelle un certain nombre des membres de l'équipage d'un sous-marin britannique englouti étaient des catholiques et se sentit outragé parce qu'une partie des victimes fut distinguée de cette façon. Je ne comprends pas que quiconque puisse accorder de l'importance à de telles statistiques et pourtant la grande catastrophe juive, la catastrophe impliquant tout le monde et qui a été préparée pendant ces 50 ans ne sera pas spécifiquement juive dans le sens de la prédominance d'une souffrance juive, mais parce qu'elle sera à nouveau dominée par la question juive, par l'effort de subordonner toutes les énergies produites à des objectifs considérés comme juifs, et parce que les populations juives seront utilisées pour aider à ce déclenchement. La population ou foule juive est sur un aspect particulier différent de toute autre population ou foule. Elle a plus tendance à se soumettre à des incitations chauvines et en plus frénétiques dans cette soumission. L'encyclopédia juive, dans un court chapitre consacré au thème de l'hystérie chez les juifs, affirme que leur tendance à cette dernière est plus élevée que la moyenne. En tant que profane, je n'oserais l'hypothèse selon laquelle c'est le résultat de siècles d'étroits confinements dans les ghettos et de l'absolutisme talmudique qui régnait, puisqu'à ce jour, nous avons presque exclusivement affaire à des juifs de l'Est qui hier encore vivaient dans un tel confinement. J'ai donné quelques exemples de cette vague grandissante d'hystérie chauvine provenant d'ouvrages accessibles au grand public et montre la conséquence, mais non la cause fondamentale pour la découverte. Le lecteur devra faire une chose plus difficile, à savoir suivre attentivement la presse yiddish et hébraïque dans la version originale ou traduite et découvrira alors le tableau d'une flagellation presque démoniaque de l'âme juive afin qu'elle ne trouve jamais la paix. Il pourrait en conclure que nulle part ailleurs que dans la communauté juive sioniste on ne pourrait trouver quoi que ce soit de plus anti-juif que dans certains de ces déclarations qui font preuve d'une maîtrise scientifique des méthodes consistant à inculquer et à entretenir la peur. Avant d'étudier les exemples qui suivent, le lecteur pourrait tenir du compte du fait que la grande majorité des juifs explosifs de l'Est se trouvent maintenant en Amérique. Ce fait plus lourd de possibles conséquences que tout autre contemporain semble avoir à peine pénétré la conscience du monde occidental ou même de l'Amérique. Les extraits qui vont suivre montrent ce qui se dit en hébreu et en yiddish, c'est-à-dire hors de portée de voix des non-juifs au sein des populations juives et l'effet produit sur elles en l'espace assez bref de 5 ans. M. William Zuckerman, l'un des plus éminents chroniqueurs juifs d'Amérique et de notre époque, publie en 1950 un article intitulé « Ouvrez les guillemets, la terreur du peuple juif » dans le Sud-Africain Jewish Time du 19 mai 1950. J'imagine qu'il parut également dans les publications juives de nombreux pays. Il commençait ainsi, ouvrez les guillemets, un grand débat est en cours dans le monde sioniste. À ce jour, il n'y a pas atteint la presse non juive, ou même la presse anglo-juive, mais il fait fureur dans les journaux israéliens en hébreu et dans la presse yiddish d'Amérique et d'Europe. Il révèle, comme rien d'autre ne l'a fait au cours des dernières années, un aperçu de la pensée et des émotions juives au cours de la période suivante l'émergence d'Israël. D'après son explication, le débat portait sur la question du Shalut Ziot, l'organisation
et la préparation de l'émigration des Juifs vers Israël depuis le monde entier, mais en particulier depuis les États-Unis. À cette époque, en 1950, M. Zuckerman n'exprimait qu'un pressentiment voilé. Et c'est à l'attaque que fit Samuel Niger, doyen des critiques et essayistes littéraires yiddish. Attaque portant non pas sur la campagne pour l'émigration des Juifs américains vers Israël, mais sur la manière dont elle était présentée aux Juifs américains. Celle-ci, déclara M. Niger, était totalement négatif, étant contre tous plutôt que pour Israël. Les nationalistes mènent une campagne de négation, de diabolisation et de destruction de tout ce qui est juif à l'extérieur d'Israël. L'existence juive aux États-Unis et partout ailleurs dans le monde est qualifiée de méprisable et de haïssable. Tout ce qui est juif à l'extérieur d'Israël est décrit comme étant asservi, indigne, refoulé et déshonorante. Le fait qu'aucun juif ayant de l'amour propre ne puisse vivre pleinement en tant que juif aux États-Unis ou partout ailleurs, excepté en Israël, constitue l'affirmation majeure des nationalistes dans ce débat. Une autre technique privilégiée pour vendre le chalut ziot aux juifs américains, d'après la suite de l'article, est de saper leur morale, leur foi et leur espoir en leur patrie américaine, de maintenir constamment les juifs dans l'angoisse de l'antisémitisme et de ne pas leur permettre d'oublier les horreurs d'Hitler et de semer le doute, la peur et le désespoir quant à l'avenir des juifs en Amérique. Toute manifestation d'antisémitisme est accaparée et exagérée pour créer l'impression que les juifs américains, comme les Allemands sous Hitler, sont au bord d'une catastrophe et que tôt ou tard ils devront eux aussi fuir pour leur sécurité. M. Niger cita un exemple, l'extrait d'un article d'un important sioniste israélien, Jonah Koswa, dans Israël, un journal hébreu de Jérusalem de grande qualité littéraire. Ouvrez les guillemets, sur nous, les sionistes reposent maintenant l'ancienne responsabilité de terrifier systématiquement le peuple juif, de ne lui laisser aucun répit, de le garder pour toujours au bord du précipice et de lui faire prendre conscience des dangers qui le menacent. Nous ne devons pas attendre après la catastrophe, car si nous le faisons, où prendrons-nous les centaines de milliers de juifs nécessaires pour bâtir notre État? Ce n'est pas dans le futur, mais c'est maintenant que les juifs doivent se sauver eux-mêmes. Le lecteur remarquera que la catastrophe est nécessité politique ou une fatalité, et d'après ces extraits, il peut commencer à comprendre pourquoi l'encyclopédia juive mentionne une tendance à l'hystérie chez les juifs. M. Zuckerman souligna que cette forme extrême de propagande pour le chalut ziot est maintenant la plus utilisée en Israël. Il cita une forme plus modérée de cette théorie décrite par M. Geoffroy-Quin, éditeur de la revue sioniste Kiyum à Paris. M. Geoffroy-Quin rapporta à M. Zuckerman, tout en reconnaissant la justesse de chaque mot de la théorie nationaliste selon laquelle aucun juif ne peut mener une existence épanouie et digne ailleurs qu'en Israël, et tout en estimant lui aussi que les juifs américains vivent dans un paradis illusoire, admet néanmoins que dans leur état d'esprit actuel, les juifs américains n'admettront jamais que les États-Unis soient placés dans la même catégorie que l'Allemagne et la Pologne, et qui n'admettraient pas de considérer leur pays comme un espace transi vers Israël. Il en conclut par conséquent que les juifs américains devraient être soumis à une propagande les poussant à devenir de simples amoureux d'Israël et non pas de véritables Israéliens de corps et d'âme. Le résultat de cette propagande menée par les émissaires sionistes depuis Israël vers les États-Unis pourra être observé dans certaines remarques publiées 18 mois plus tard, en décembre 1951, dans l'Intermountain Jewish News de Denver, au Colorado. Son éditeur, M. Robert Gomzey, critiquait l'action de l'agence juive et du congressionniste mondial concernant l'allocation de 2 800 000 $ pour promouvoir le chalut ziot aux États-Unis, et déclara qu'il savait
par expérience personnelle de l'attitude erronée et largement répandue en Israël que l'Amérique n'offre aucun avenir aux Juifs et que l'antisémitisme condamne la communauté juive américaine au même sort que les Juifs allemands. Il ajouta, ouvrez les guillemets, « Il est par conséquent inconcevable que l'envoi d'émissaires israéliens pour encourager l'implantation des jeunes Américains en Israël ne soit pas mené autrement qu'en tournant en dérision et en dévalorisant l'avenir du judaïsme américain. » Ces pressentiments de 1950 à 1951 se réalisèrent dans les 5 années suivantes, lorsque la campagne et les émissaires d'Israël réussirent à instiller la théorie nationaliste telle qu'exposée ci-dessus. Dans l'esprit des masses juives d'Amérique, ainsi en 1955, M. William Zuckerman, qui en 1950 n'avait été que faiblement alarmé devint-il alors totalement. Il écrivit dans le Jewish Newsletter de novembre 1955, article republié dans le magazine Times de New York le 28 novembre, ouvrez les guillemets, « Il ne peut y avoir le moindre doute quant au fait qu'un état d'esprit très similaire à celui d'Israël prévaut désormais parmi les Juifs américains. Il existe une certitude fanatique à l'étranger qu'il n'existe qu'une seule vérité et qu'une seule Israël la détient. Aucune distinction n'est faite entre les Juifs du monde et Israël, même pas entre le gouvernement israélien et Israël. Les hommes d'État israéliens et leurs politiques sont considérés comme intouchables et au-dessus de toute critique. Il existe une intolérance inquiétante à l'égard des opinions différentes de celles de la majorité, un mépris total envers la raison et une soumission aux émotions d'un troupeau paniqué. Il n'y a qu'une seule différence majeure entre les Juifs israéliens et américains. En Israël, l'explosion d'émotivité de ce qu'on ne peut en juger de l'extérieur est fondée sur la réalité. Elle convient des ressorts intimes d'un peuple désenchanté auquel on avait promis la sécurité et la paix, et qui se retrouve piégé dans une guerre. Le type d'hystérie des Juifs américains, lui, n'a aucune racine au sein des réalités de l'existence judéo-américaine. Elle est totalement artificielle, fabriquée par les dirigeants sionistes et imposée à un peuple qui n'a aucune raison d'être hystérique par une armée de propagandistes payés à cet effet pour mettre en œuvre une stratégie de pression politique délibérée et de collecte de fonds. Jamais auparavant une campagne de propagande de la part d'un gouvernement étranger n'avait été planifiée et menée aussi ouvertement et cyniquement sous le feu des projecteurs et à un grand renfort de publicité que la vague d'hystérie actuellement déchaînée chez les Juifs américains. Ces deux citations, faites à 5 années d'intervalle, illustrent à nouveau la dégénérescence de l'âme juive sous la tutelle du sionisme talmudique. Elle amène également cette histoire de 3 guerres à la veille de la 3e. Si veille est le terme approprié, en fait, la 3e guerre commença lorsque les combats de la seconde cessèrent. Elle n'a cessé depuis de progresser ou ailleurs dans le monde. Il suffit de la moindre étincelle pour la faire exploser en un autre conflit mondial. Ce processus aurait pu et pourrait peut-être encore être stoppé par 2 hommes d'État responsables, chacun d'un côté de l'Atlantique, parlant d'une même voix, car ce processus est fondamentalement le plus grand bluff de l'histoire. Aujourd'hui, un tel salut fatal semble au-delà de tout espoir, et l'auteur n'exagère sans doute pas lorsqu'il affirme que seul Dieu, qui a réalisé de bien plus grandes choses, pourrait éviter la 3e guerre mondiale, à moins que cela ne se produise. Les dernières décennies de ce siècle verront manifestement soit le fiasco, soit le triomphe passager du chauvinisme talmudique. De toute façon, que ce soit un échec ou un succès, la catastrophe qui viendrait serait celle des peuples non juifs, et la souffrance des juifs n'en représenterait qu'une infime fraction. Par la suite, puisque le monde n'acceptera manifestement pas le Talmud sioniste, satanique, les juifs devront finalement accepter le monde tel qu'il est,